c'est plus sur le meuble que sur les systèmes. Voilà. Donc Victor Hugo disait « Je m'intéresse fort au progrès de cette petite architecture intérieure que l'on nomme l'ameublement ». Donc déjà, voilà, hein, on avait commencé à y penser. Et moi, j'irais plus sur le mobilier de la santé que le mobilier de la maladie. Le génie frise la folie, hein, et pour résoudre cet improbable défi, il faut aller de ce côté-là et oser. Alors j'ai un parcours qui est assez éclectique, juste en 2 mots, pour vous dire que j'ai commencé dans un cabinet de généraliste que j'ai créé et que je m'étais déjà intéressée à l'ameublement, à l'environnement, à la couleur. Je discutais avec le journaliste tout à l'heure sur les ambiances, je crois que c'est très important. Donc il y avait une salle d'attente qui était dans le vert pâle, c'était en Provence, un bureau qui était plus dans la réflexion et le bleu, et puis une petite salle d'examen qui était en jaune, mais vraiment pétaradant. Et les petits enfants qui venaient dans mon cabinet étaient ravis, parce que bon, ils avaient des instruments aussi pour jouer. Et ils demandaient à revenir au cabinet en disant « Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le docteur ». Bon, donc voilà, c'est juste un exemple personnel, mais c'est pour dire que c'est quand même très intéressant. Et l'ambiance, eh bien, aussi, elle est très intéressante et importante, hein, à mon goût, l'environnement, parce que quand on est au fond d'un lit, on ne voit pas la vie sous le même angle, et que ce soit d'ordre privé, professionnel, individuel ou collectif, on peut, selon l'ambiance, se sentir quand même beaucoup mieux, porté, rassuré, sécurisé. Et ça, c'est important. Alors, on y reviendra tout à l'heure parce que dans ces chambres qui sont donc maintenant connectées, hein, j'ai tout à fait la même image que le précédent orateur, attention de ne pas trop les déshumaniser aussi, hein, parce que je crois que le contact, et notamment chez les personnes âgées, je suis aussi gériatre, le contact est important, hein, et la présence humaine, surtout quand il y a des troubles sensoriels. Alors, ce que disait le précédent orateur, hein, sur l'évolution un petit peu de l'hôpital, hein, jusqu'en 1941, c'était donc un lieu pour indigents. C'était une structure vraiment sociale. C'était les plus pauvres, les plus déshérités. Ils étaient répartis sur le territoire français, hein, c'est pour ça qu'on appelait aussi les hôtels Dieu, parce que justement ça avait référence, et c'était surtout les religieux qui s'intéressaient à ce genre de prise en charge. Et puis il y a eu la loi de 1941 qui a donc fait évoluer vers une logique de secours à cette assistance aux malades, et ensuite l'ordonnance de 1945 avec la sécurité sociale. Je passe là-dessus, vous le connaissez mieux que moi. Donc la réforme de Bray qui instaure aussi une médecine hospitalo-universitaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la loi de 1970 qui va définir le cadre de l'hôpital, et puis celle de 91 qui instaure les schémas régionaux, et on voit apparaître la maîtrise des dépenses hospitalières, hein, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement ça coûtait très cher, c'était bien beau de donner à tout le monde, mais il fallait inclure ce genre de choses. Alors l'hôpital, il a évolué évidemment, hein, vous le voyez là-haut, un grand couloir qui est triste comme la mort. En bas, c'est guère mieux. Et puis on va vers quelque chose qui est un peu plus gai, un peu plus lumineux, mais néanmoins, hein, je crois que par rapport aux prédécesseurs qui ont parlé et qui vous ont un peu fait miroiter un hôpital idéal, on a toujours ces personnes âgées aux urgences qui s'agglutinent et qui sont dans un coin parce qu'il y a 4 heures d'attente. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose où vous pouvez peut-être nous aider, nous médecins, dans la structure et dans l'architecture, c'est que le malade soit le plus confortable possible, même s'il doit attendre. Parce que du personnel, on n'en aura jamais assez. Et moi, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis en gériatrie et j'entends depuis 20 ans du 1 pour 1, c'est-à-dire un personnel pour tout confondu, hein, toute la structure, pour un résident. On est à 0,60. Voilà. Donc avant qu'on arrive à 1, on n'y arrivera jamais. Donc c'est bien le matériel qui, à un moment donné, va venir aider le personnel. Mais ça se voit encore, ça. Et ça, je vous l'ai mis parce qu'avant, les parents étaient interdits. Et maintenant, on accueille les parents. Donc il faut aussi intégrer cette notion, à savoir que l'aidant va venir dans la résidence, dans la chambre d'hôpital,
Et donc, il faut bien qu'il y ait au moins 2 fauteuils pour s'asseoir et que ces fauteuils soient aussi facilement entretenus, nettoyés, etc. Hein. Toutes les données vont être à un moment donné prises en compte. Alors, je vous ai donné des chiffres, on va passer vite, mais quand même, il y a des chiffres qui sont intéressants. Donc, on a 12 millions de patients hospitalisés en France, 335 000 décès. Alors, ça ne veut pas dire que l'hôpital tue les gens, mais très souvent, je n'irai pas jusque-là quand même, mais les personnes souvent veulent aller mourir encore à l'hôpital. Hein. Ou alors, on n'a pas les moyens suffisants pour les accompagner. Les soins palliatifs, c'est Kouchner en 1999 qui les a institutionnalisés, on va dire, qui a mis le zoom dessus, mais les médecins sont encore frileux. Hein. Le soin palliatif, ça dérange, ça gêne, on n'ose pas, on ne veut pas, puis au dernier moment, panique à bord, on transfère à l'hôpital. Hein. On n'a pas encore cette culture vraiment d'accompagner. On le fait nous dans nos résidences, mais bon, on respecte le désir du résident et du médecin traitant. Donc ces chiffres-là sont intéressants. 2 millions d'enfants. Donc ça veut dire que dans ce que vous allez prévoir aussi, il faut savoir qu'il y a des hôpitaux pour enfants, mais les enfants, ça va de 0 à 18 ans. Vous trouvez un deal entre les deux quand même. Hein. Et puis 1,5 million de plus de 80 ans. Donc là aussi, hein, c'est important comme chiffre. J'aime pas trop les chiffres, mais enfin de temps en temps, ils sont quand même bien parlants pour montrer vers quoi il faut s'orienter et ce qu'on doit mettre dans le panier. Donc ça, c'est ce qui concerne la médecine aiguë, entre guillemets, hein, si vous voulez. La chirurgie, l'obstétrique, l'odontologie. Et donc là, pareil, hein, 11 millions de patients, 17% d'enfants et 12% de plus de 80 ans. 10 millions en hospitalisation complète et 5,7 jours d'hospitalisation complète en moyenne. Je ne vous ai pas sorti les chiffres des années précédentes, mais quand j'ai commencé mes études il y a quelques années en arrière, c'était 3 mois d'hospitalisation. Et les chefs de service gardaient les patients parce qu'il fallait remplir les services. Et souvent pour un traitement mais minime, hein, pour ceux qui prennent des antihypertenseurs, moi j'ai des souvenirs de patrons qui gardaient pour un Lasix, un demi-comprimé. Il ne fallait pas sortir. Et là on les met dehors. Hein, voilà. Donc vous voyez que la tendance s'est quand même largement renversée, et tant mieux. Mais ça veut dire qu'on ne va pas offrir la même chambre à un patient de passage, hein, comme l'hôtel, qu'à quelqu'un qui va rester plus longtemps et qui va prendre ses ailes. Là, c'est les chiffres de la TIH, c'est l'agence technique hein, d'information médicale, donc c'est les chiffres de 2014, c'est sur une année. Hein. Mais voilà, en gros, c'est ça. Hein. Ça veut dire que c'est multifactoriel, on ne peut pas dire que c'est lié à un seul facteur, mais simplement c'est pour dire qu'on a de plus en plus tendance à faire sortir les gens, à les faire entrer moins précocement. Avant, pour se faire opérer de façon programmée, vous rentriez 2-3 jours avant. Là, maintenant, on vous donne le flacon de bétadine, vous prenez votre douche le matin et vous rentrez pour vous faire opérer. Parce qu'on a télescopé avec les infections nosocomiales, hein, vous savez tout ce que ça veut dire, c'est des infections qui sont contractées à l'hôpital. Donc plus le séjour est court, et moins on a de chances d'attraper ces infections-là. Et puis, quelque chose qu'il faudra aussi intégrer dans l'avenir, c'est qu'on a quand même 3,5 millions de patients aux urgences. Donc là aussi, c'est des structures, alors à la fois architecturales et à la fois dans le mobilier, hein, immobilier, à aménager. Parce que ça veut dire que les flux, ça défile. Et il y a des gens qui restent aussi 4 heures, 5 heures, 6 heures des fois. Sur un brancard, c'est pas bien commode. Je ne sais pas si vous avez testé, j'espère pas. Mais sans doute vos proches l'ont fait et on n'est vraiment pas très bien. Alors, les soins de suite et de réadaptation, hein, c'est la deuxième structure en aval de l'hôpital, quelquefois en amont pour préparer une chirurgie, mais c'est surtout en aval. Donc là, c'est pareil, hein, presque 1 million de patients qui transitent et 35 jours, ce qui est logique. Hein. Alors, ce sont des moyennes, ça peut aller beaucoup plus, hein, selon le type de chirurgie, selon le type de handicap. Je reviendrai sur le handicap tout à l'heure. Je crois que c'est une notion, quelle que soit la pathologie, à mon avis, le maître mot de notre évolution et de ce qu'on doit prendre en compte, c'est le handicap. Vous pouvez avoir une maladie chronique qui vous laisse sur vos 2 jambes autonomes. Vous allez
peut-être mal la vivre, mais néanmoins vous êtes autonome. Par contre, vous pouvez avoir une maladie bénigne, mais un handicap, c'est-à-dire que vous perdez votre autonomie et vous devenez dépendant ou des vôtres, ou d'une structure, ou des deux. Et là, c'est très difficile à vivre, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, à mon avis. C'est pour que le handicap, quel que soit l'âge, et quelle que soit l'origine de ce handicap, devienne le plus léger possible pour celui qui est victime de ce handicap, qui le subit, et pour le personnel aussi. Parce que quand vous avez un service de, allez, on va dire de rugbyman, beau, jeune, intelligent et riche, ça passe tout seul. Ils se débrouillent, vous leur donnez 3 comprimés et vous repartez. Bon, ça n'existe pas, hein, c'est sûr. Mais si vous avez à côté un service de personnes qui sont soit grabataires, soit sur fauteuil roulant, qu'il faut lever, qu'il faut accompagner, qu'il faut remettre dans un lit, dans une baignoire, dans une salle de bain, là, il y a du travail à faire pour que la technique vienne aider ce personnel défaillant. Parce que le personnel s'éreinte aussi, le personnel est fatigué, le personnel en a marre, et le personnel n'est pas suffisant. Donc forcément, on arrive à des arrêts de maladie qui deviennent très lourds. Donc la psychiatrie, Madame la ministre en a parlé aussi, hein, 58 jours. Ce sont des pathologies qui sont lourdes, qui sont complexes, qu'on a du mal à comprendre, à accompagner. Hein. C'est différent de la maladie d'Alzheimer et des troubles chroniques. On est vraiment dans la psychiatrie pure. C'est assez difficile. Donc là aussi, voilà, un panel de chiffres. L'hospitalisation à domicile qui, en France, a du mal à bouger, à démarrer. Toutes les ministres qui sont passés se sont un peu cassés les dents, hein, depuis Elisabeth Hubert à Marisol Touraine. Tous les ministres veulent que l'HAD fonctionne et l'HAD ne se développe pas vraiment. Voilà, il faut le savoir. Bon, moi j'ai été aussi, j'ai chapeauté une HAD qui fonctionnait bien, mais les médecins traitants, les médecins généralistes sont très frileux et n'osent pas. Voilà, alors que ça rend de grands services. Hein. Et là aussi, souvent quand on arrive à adapter un domicile, qui peut le plus, peut le moins. Hein, parce que quand vous allez au fin fond de la Creuse ou de l'Aveyron, puisque j'étais en Aveyron à une époque, vous êtes obligé de chausser les bottes et le tubard pour aller dans une ferme. Il y a de quoi faire, hein, là aussi, dans l'ameublement qui serait technique pour améliorer ces prises en charge. Je crois que c'est une réflexion qui peut être aussi conduite. Alors, les tendances lourdes, bon, mais la priorité à l'ambulatoire, c'est ce qu'on a vu. Les SSR, c'est la rééducation qui est de plus en plus courte. Hein. Avant, pour une fracture aussi, une fracture du col du fémur, on restait 2 mois en SSR. Maintenant, dès que le sujet peut monter 4 marches, c'est bon, la rééducation, elle est bien entamée. Il peut retrouver son domicile ou la maison de retraite. Les crèches, avec l'intergénérationnel aussi, hein, on a les 2 âges extrêmes de la vie, mais qui à un moment donné se regroupent. Ça fonctionne très bien aussi. On n'en a pas encore beaucoup, mais quand même, il faudra y penser. Et puis les EHPAD, hein, donc les établissements pour personnes âgées dépendantes, les maisons de retraite, où là aussi on a des... Alors, l'entrée en maison de retraite a augmenté. Avant c'était 83 ans, il y a 5-6 ans, on est à 87 ans, mais ça veut dire qu'on y rentre plus dépendant. Hein, parce qu'on a repoussé les limites du domicile, qu'il y a des aides à domicile et que donc c'est intéressant. Mais voilà, donc là aussi... c'est ce que je vous montrais un peu tout à l'heure sur les photos, donc c'est beaucoup plus harmonieux, l'architecture a évolué, on n'a plus ces maisons de retraite comme on les a connues il y a 20 ans, où c'était des mouroirs, ça faisait peur, ça sentait mauvais, enfin c'était triste quoi. Alors là on a quand même des structures qui sont, et je crois que c'est vous qui avez contribué, à faire que c'est beaucoup plus lumineux, plus gai, plus beau, plus voilà. Il y a encore des progrès à faire, donc il faut y penser, puis on arrive sur les résidences seniors. Alors là, ce sont des gens qui sont encore autonomes, qui vont dans des résidences sécurisées. Et donc, en gros, vous avez un peu le parcours hein, de soins dont on parlait tout à l'heure. Alors, le mobilier. Quoi, pourquoi, où, quand, comment, voilà, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on va mettre et comment on va le mettre. Forcément, le mobilier connecté. Forcément, on y arrive, on est tous connectés. Dès qu'on n'a plus le portable, on est malheureux. Dès qu'on n'a pas le si, on est malheureux. Et puis bon, même, je veux dire, dans le quotidien, dans notre quotidien, on est bien connecté quand même. Hein. Donc, il va falloir s'y intéresser.
c'est toute la famille. Hein. C'est depuis l'âge de 2 ans jusqu'à 90 ans, c'est sûr, on est connecté. Ils demandent dans les chambres, les résidents demandent donc à avoir Internet, à avoir Skype, parce que le petit-fils est à Hong Kong, que l'autre il est en Australie et que ils veulent communiquer, ce qui est logique. Hein. Et puis ça entretient aussi la mémoire. Mais bon, après il faut arriver à résoudre cette équation. Qu'est-ce que je mets, où je le mets, comment je le mets et à quel coût. Voilà. Donc ça c'est plutôt de votre côté que du mien. Donc la chambre connectée, ce qu'on a installé donc à MBV, c'est la télémédecine. Hein, on y vient de plus en plus. Donc on a un bureau avec l'écran et puis on se connecte avec le CHU ou avec un spécialiste. Donc ça peut être soit des consultations, soit une expertise, soit un avis thérapeutique. Et donc j'ai vu que là, la loi était passée ou le décret sur le financement donc, des consultations, donc ce qui est intéressant aussi. Ça nous évite des frais de déplacement, des attentes dans les consultations ou dans les services d'urgence. Ça ne se remplace pas, c'est complémentaire, mais ça évite quand même bien des choses. Hein. Surtout dans les troubles cognitifs où c'est une population qui est quand même mal vue dans les hôpitaux, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir que ça va déranger tout le monde, que ça va prendre du temps, qu'on n'arrivera même pas à faire l'examen, très souvent. Alors que là, c'est l'équipe de la résidence, l'infirmière, le médecin coordonnateur ou le médecin, qui vont permettre de... Puis ça existe aussi dans d'autres structures. Enfin, c'est une consultation, mais par télémédecine. Donc on a l'expert qui est en face, le cardiologue ou le gériatre ou le psychiatre, très souvent dans les troubles cognitifs quand même. Hein. Et nous, on a préparé un dossier en amont. Il a le dossier et il donne son expertise. Vous devriez faire ci, plus ça, je vois comme ça. Après, on se revoit dans un mois. Voilà. C'est vrai que ça nous aide bien. Le médecin généraliste intervient souvent très peu. C'est en général le médecin coordonnateur ou l'infirmière ou la psychologue, ou les trois quand on est riche, et qui sont là pour... alors, soit le patient est présent, c'est une téléconsultation, soit le patient n'est pas présent, c'est une téléexpertise. Et puis on arrive à ce genre de chambre aussi, ou alors à des cabines. Hein, ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faudra aussi intégrer, alors je ne sais pas comment dans le matériel et dans le mobilier, mais avec des capteurs. Hein, parce qu'à un moment donné, la personne, elle n'a plus besoin d'aller à l'hôpital. Avec les capteurs, on a la glycémie, on a la saturation en oxygène, on aura tout ce qu'on peut imaginer. Hein, ça arrive sur le marché. Alors, plutôt que d'avoir 50 appareils éclatés, peut-être qu'à un moment donné, on peut tous les regrouper et avoir ce qu'il faut, le fauteuil roulant qui permettra de dire attention, la personne s'est levée et elle va tomber. Donc mobile, à mon avis, pour le mobilier, c'est sa première fonction, hein, et c'est la définition. Adaptable et adapté. Alors adaptable parce qu'il faut qu'il y ait une évolution à la fois dans l'espace et dans le temps, mais qui soit aussi adapté pour le personnel. Je crois que c'est important. Très souvent, on a ou des mobiliers qui sont lourds, qui sont encombrants, qui ont des angles aigus, qui n'ont pas le tissu adapté parce que ça se désinfecte. Hein. Vous voyez bien que quand on a des nombres de journées, des durées d'hospitalisation qui diminuent, ça veut dire que derrière, il y a un personnel qui va faire du ménage. Et il le fera d'autant plus à fond que la personne est sortie. Quand c'est de l'entretien, c'est un peu différent. Mais là, ça veut dire que régulièrement, on va faire des chambres en permanence et que le personnel va s'épuiser aussi, il faut le savoir. Alors, il y a la technologie qui arrive, il y a la vapeur, il y a ci, il y a là, mais enfin, tout est lourd. À un moment donné, quand vous avez fait ça toute votre journée, vous rentrez, vous êtes épuisé. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit adaptable et adapté, à la fois pour le résident ou le patient et à la fois pour le personnel. Je crois que c'est très important. Connecté et intégré, forcément, ça coule de source. Propre et parfumé. Alors, je vais y revenir, mais propre, ça me paraît évident. Hein, on va le voir tout à l'heure pour les infections nosocomiales. On n'a pas envie d'aller s'asseoir sur la chaise de quelqu'un qui vient de la souiller ou qui a laissé des odeurs, etc. Parfumé, pourquoi pas, parce que ça peut aussi stimuler, surtout chez les enfants ou dans les troubles sensoriels. On y arrive aussi. Décoré, oui, tant qu'à faire, pourquoi ça serait blanc et vert comme on l'a connu dans certains hôpitaux où on était saturé de ces couleurs-là. Hein, c'est comme le rose et le bleu en pédiatrie, quoi. On peut arriver sur d'autres choses. Voilà. Alors bon, ça c'est un petit clin d'œil, mais n'empêche que voilà, il va falloir résoudre cette équation-là. L'hygiène, le patient, la connexion et le personnel, pour que tout le monde s'y retrouve.
et qu'on soit tous bien. Parce que si le personnel est bien, il aura le sourire, il arrivera, il se prendra bien en charge le patient, le résident. Si le patient a le sourire, ben, forcément le personnel aura aussi le sourire. Mais par contre, si les deux commencent à couiner, ça ne va plus. Hein, et la journée part vraiment à l'envers. Donc voilà, sur mesure peut-être, est-ce qu'il faut qu'on arrive tous avec nos meubles et puis on s'installe, on fait notre chirurgie, on repart, je ne sais pas. Donc, guérir le patient, hein, soigner le mobilier, guérir le patient, ben, il faut que ce soit harmonieux, qu'il y ait à la fois les couleurs, le toucher, l'ouïe aussi, parce qu'il faut savoir que quand même notre population qui a 80 ans et plus est un peu sourde. Voilà. Et puis elle est un peu malvoyante. Bon, ça fait 2 handicaps quand même. Pour peu qu'elle ait eu une fracture du col du fémur et que voilà, elle est sur un fauteuil roulant. Ça fait 3 handicaps. Alors, il faut savoir que pour la vue, c'est un problème de santé publique, hein, c'est la DMLA, c'est la pub que vous voyez à la télévision, la tache noire centrale. C'est un vrai problème de santé publique et on n'a pas de traitement. Alors, les pathologies où on a des traitements, on arrive à quand même calmer le jeu. Là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas les lunettes, ce n'est pas l'ophtalmo, c'est personne. Et ça veut dire que ce sont des personnes qui ne voient pas. Elles vont un peu arriver à voir sur le côté, hein, quand on arrive à les rééduquer, mais sinon elles ne voient pas. De l'intérêt d'avoir aussi l'odorat, parce que ça oriente, et puis d'avoir le toucher aussi, parce que elles vont, voilà, comment elles vont travailler, comment elles vont se déplacer. Donc ça aussi, il faut l'intégrer, hein, parce que dans les années à venir, c'est comme ça que ça va se présenter. Et puis, sur la proprioception, c'est, si vous voulez, un peu ce que font les ergothérapeutes, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur des billes, on peut travailler toutes les perceptions et les sensations qu'on va avoir. Et donc, ça peut être des fauteuils, ça peut être des tables, ça peut être, voilà, quand vous êtes assis de façon passive, vous pouvez très bien avoir à un moment donné des petites billes qui vont faire que ça va stimuler les fesses et que ben, on n'aura pas mal aux fesses, on n'aura peut-être pas des escarres, on n'aura peut-être pas tout ça. C'est de la prévention. Mais il va falloir aussi y penser. Alors, j'ai voulu mettre un mot sur le cuivre parce que c'est peut-être quelque chose de... Enfin, c'est pas très nouveau, mais ça revient à la mode et maintenant les hôpitaux s'y mettent. C'est que c'est un matériau qui permet de lutter contre les infections bactériennes. Et donc, alors très près de chez moi, Montpellier, Saint-Jean-de-Védas, la clinique Saint-Roch qui vient d'ouvrir, qui s'est délocalisée, a peint les murs avec des peintures au cuivre. Les rampes, les poignées de porte, les robinets. Alors, je ne sais pas le coût, mais je ne sais pas si on viendra voler parce que le cuivre... Hein, voilà. C'est pour ça que je vous le dis. Mais je ne sais pas comment on peut l'intégrer après dans le mobilier, mais il faudra y penser. Parce que les infections nosocomiales, c'est quand même quelque chose contre quoi l'hôpital lutte et qui coûte cher et qui coûte la vie aussi. Hein. Ce n'est pas qu'en coût de santé publique, c'est aussi en vie humaine. D'accord ? Donc, c'est peut-être une piste. Bon, moi je vous donne des pistes, hein. Après je ne suis pas voyante, mais voilà. Donc, avant nous, hein, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, le cuivre, on le connaît aussi en naturopathie un peu, hein, quand on veut soigner un rhume, on utilise le cuivre. Mais là, c'est sur les matériaux. Alors, contre la grippe, contre les infections cutanées, contre les légionnelles. Donc ça, c'est tout le circuit de l'eau. Et je vous assure que quand vous avez une légionnelle, et je l'ai vécu, c'est pas rigolo, hein, parce que vous avez toutes les tutelles et autres consortiums qui vous tombent dessus en vous disant, et alors là, on analyse tout, la bulle dans le circuit, le truc, le machin, enfin bon, c'est une horreur, voilà. Je vous parlais tout à l'heure des textures pour recouvrir les fauteuils quand vous avez une gale, mais c'est l'enfer. Vous avez une gale dans une structure, un hôpital, un service, c'est l'enfer. Bon, donc il faut y penser parce que ce sont des matériaux qu'il va falloir désinfecter rapidement et qu'on puisse réagir aussi. Et puis les infections gastro-intestinales. Donc ça, sur la légionnelle, c'est sûr, hein, c'est confirmé. Et bon, après sur les autres aussi, mais voilà, donc une piste. Donc homologué aux États-Unis,
hein. Et puis, 750 000 cas par an, hein, d'infection nosocomiale, c'est pas rien. 80% des maladies sont par le contact. C'est pour ça que les poignets... Moi, je m'étais amusée à faire un truc qu'il ne faut pas faire, forcément, mais je l'ai fait. C'était de faire des prélèvements sur le stéto des médecins. Je ne vous dis pas ce que j'ai entendu. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais bon, c'était pour dire... Non, parce qu'on fait des prélèvements sur les ascenseurs, sur les boutons, sur les... Voilà. Là, je m'étais amusée à le faire sur les stétos. Mais ce que je vous propose, c'est d'avoir un mobilier évolutif, hein, dans le temps et dans l'espace, qui soit à la fois connecté, qui intègre le handicap. Hein. Quand je dis handicap, c'est le handicap sous toutes ses formes. Ça peut être un handicap provisoire, un handicap qui serait beaucoup plus chronique, mais il n'empêche que c'est ce handicap-là, parce que ça va alléger la charge de tout le monde, quel que soit l'âge et le lieu, et répondant plus que jamais à sa définition. Et alors, une autre piste, c'est les meubles en chocolat. Voilà.